Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Anténor Firmin, et j'ai le plaisir de vous accueillir pour la lecture de mon ouvrage de l'égalité des races humaines. Dans ce chapitre 12, nous poursuivrons ensemble l'exploration de l'histoire, de la science et de la vérité, afin de mieux comprendre l'humanité et de déconstruire les préjugés qui ont trop longtemps obscurci notre connaissance. Avant de commencer, je vous invite à soutenir cette chaîne en laissant un j'aime, en partageant cette vidéo avec vos proches et, surtout, en vous abonnant afin de ne manquer aucun chapitre de cette œuvre fondamentale. Installez-vous confortablement et commençons notre lecture. Bonne écoute. Chapitre 12. L'évolution intellectuelle de la race noire en Haïti. Ex fructibus corum cognoscetis eos. Saint Matthieu, chapitre 7, verset 20. Merce profundo, pulcrior evenit. Horace. Comme je veux donner à la démonstration de la vérité scientifique que je défends ici tout le poids d'une méthode rigoureuse, je me renfermerai toujours en Haïti pour tirer les exemples qui doivent corroborer et justifier les différentes propositions ci-dessus établies. De cette manière, cette seule petite république haïtienne, placée comme une épave brillante dans l'archipel des Antilles, aura suffi pour résoudre la question de l'égalité des races dans toutes ses principales ramifications. On y verra le mulâtre, le griffe, c'est-à-dire les différents types du métissage qui s'effectuent du noir au blanc, enfin le noir lui-même, faire preuve de toutes les aptitudes intellectuelles et morales que les Européens ont toujours attribuées, par une exclusion orgueilleuse et téméraire, aux seuls hommes de la race caucasique. Par là prendra fin une théorie qui n'a subsisté si longtemps dans la science, que faute d'être contredite d'une façon positive. En effet, la réfutation, pour être valable, devait surtout sortir de ceux-mêmes qui réclament cette égalité instituée par la nature et revendiquée par la conscience. Sans doute, l'abbé Grégoire, Schœlcher, Blumenbach, Humboldt, Bory de Saint-Vincent, suivis par un petit nombre d'Européens consciencieux, ont mis leur haute intelligence, ainsi que leur grandeur d'âme, au service de la vérité, et se sont admirablement évertués à convaincre leurs congénères de la réalité des faits. Ils ont héroïquement travaillé à rabattre la prétention de l'homme blanc à une supériorité native sur l'homme noir, prétention injustifiable, mais passée à l'état de dogme chez le plus grand nombre des Européens et dirigeant leur conduite générale dans toutes leurs relations avec les fils de l'Afrique. Cependant, la raison pure n'a pu, à elle seule, dominer sur les esprits encroutés, de telle sorte qu'ils revinssent de leurs préjugés sans autre forme de discussion. Aux judicieuses observations de Blumenbach et de l'abbé Grégoire, il fut continuellement fait cette objection rétorsive. Les Noirs instruits, ou d'une intelligence supérieure qu'on cite ça et là, ne prouvent aucunement l'aptitude positive de la race éthiopienne au développement supérieur de l'esprit. Ils constituent plutôt des cas exceptionnels, dont l'existence confirme d'autant moins les qualités ethniques de leurs congénères, qu'ils ne se manifestent qu'à l'état d'isolement, éparses dans le temps et les lieux, véritables éclairs qui ne rayonnent dans la nuit sombre de l'ignorance nigritique, que pour y faire mieux sentir la profondeur de l'obscurité. Que n'a-t-on pas dit ? Je ne m'occuperai pas de cet argument inepte par lequel on avance que les hommes de la race noire qui ont montré des aptitudes supérieures n'ont pu y parvenir que sous l'influence des Blancs, dont le contact serait indispensable à leur développement mental. C'est là un pur paralogisme, à l'aide duquel on érige en règle spéciale un fait d'ordre général. La vérité est que les peuples arriérés ont besoin du contact des peuples avancés pour se développer et progresser. Mais il n'y a nullement lieu de considérer en cela leur qualité ethnique. Les termes pourraient être renversés, c'est-à-dire le peuple arriéré serait de race caucasienne et le peuple avancé aurait une origine éthiopienne, que la vérité générale resterait encore intacte. Pour preuve, les anciens Grecs allaient puiser la science aux sources égyptiennes, sans qu'on ait jamais songé à leur en faire un titre d'infériorité naturelle vis-à-vis des noirs prêtres de Thèbes qui leur servaient d'instituteurs. C'est donc toujours le point de vue des faits actuels qui domine l'esprit des Européens, quand ils déduisent des règles aussi étranges de certains faits existants. Mais avant de procéder à une généralisation quelconque, la logique la plus élémentaire ne nous impose-t-elle pas l'obligation de passer en revue tous les cas particuliers qui ont pu se constater dans la manifestation d'un phénomène, à travers les temps et les lieux. Sans plus nous attarder à ces subtilités, passons à l'étude qui fait le principal objet de ce chapitre. Je veux bien accepter toutes les objections qu'on s'est ingénié à formuler contre les réclamations pourtant si justes de la philanthropie. Mais si,
dans une petite nation qui n'a jamais eu la protection d'aucune puissance civilisée, qui, au contraire, a toujours marché en butte à toutes sortes de difficultés intérieures et extérieures, on voit se manifester l'intelligence de l'homme noir avec tout l'éclat imaginable, s'attaquant à tous les genres et à tous les ordres de connaissances, ne faudra-t-il pas que l'on convienne du fait patent de l'égalité morale et intellectuelle de toutes les races humaines? La validité d'un tel exemple souffre-t-elle aucune négation? Nous allons donc voir ce qu'ont pu faire dans les hautes régions de l'esprit les arrière-petits-fils des Africains tirés de la Côte d'Or, du Dahomey, du pays des Aradas, des Mandingues, des Ibos et des Congos, pour être jetés en Haïti couverts de chaînes et maudissant leur destinée. Peut-être, en constatant les faits, bien des esprits reviendront-ils à une meilleure appréciation de la vérité. C'est d'ailleurs une revue intéressante à faire. Pour la littérature, citons tout d'abord le nom de Ducasse Hippolyte. Ce jeune écrivain noir, enlevé trop tôt aux lettres haïtiennes, avait fait la meilleure partie de ses études à Paris, comme la plupart de ses compatriotes qui viennent en France compléter les connaissances qu'ils ont déjà acquises en Haïti. De retour dans sa patrie, il fut accueilli par l'admiration et la sympathie générale. C'est qu'il avait les qualités les plus brillantes et remarquables. Un esprit ouvert, cultivé et fin. Un charme de diction et une vivacité intellectuelle fort rares, le tout réuni à une exquise urbanité qui en rehaussait l'éclat. Il écrivait correctement, élégamment, tant en prose qu'en vers. Son style facile, mais d'une touche à la fois délicate et savante, saisit, captive l'attention et répand dans toutes ses compositions un je ne sais quoi de fin, de léger, qu'on serait tenté d'approcher de l'atticisme. Malheureusement, il n'a pas assez vécu pour avoir eu le temps de composer une œuvre de longue haleine. Toutes ses productions consistent en des pièces éparses où il a déployé un talent prodigieux, mais avec la liberté capricieuse du poète qui n'a pas encore mêlé l'ambition de la gloire au culte de la muse adorée. Brillants essais qui ne font que rendre plus amère la disparition prématurée d'une si belle intelligence, Ducasse Hippolyte, que l'on peut proposer comme un modèle aux jeunes noirs d'Haïti, n'avait pas seulement des qualités intellectuelles, il y réunissait, avec l'amour de la liberté, un cœur bien fait, des aspirations élevées et généreuses dont l'ensemble seul forme un esprit vraiment supérieur. Que le lecteur me permette de répéter ici les paroles que j'ai écrites lors de l'apparition de l'ouvrage publié par M. Frédéric Marcellin, dans le but de consacrer la mémoire de l'infortuné poète. M. Frédéric Marcellin est aussi un Haïtien, carteron de sang. Il appartient encore pour un quart à la race noire qu'il a toujours défendue et aimée, comme tous les hommes de sang mêlés que les passions politiques ou un sot orgueil n'ont point aveuglés en les transformant en faux Yankees. Le nom de Ducasse Hippolyte éveille dans tous les esprits des sympathies et des regrets. Ce jeune homme dont l'intelligence précoce ne laissait personne sans admiration, mort plein d'une sève bien riche, a eu ce rare bonheur de ne rencontrer que des éloges dans le cours de sa courte carrière. Cet applaudissement unanime qu'il méritait bien ne s'est pas anéanti devant sa tombe trop tôt ouverte. Enlevé à l'existence dans la fleur de l'âge, n'ayant eu que le temps de jeter quelques essais qui font présager d'un avenir brillant, Ducasse Hippolyte a pourtant laissé un nom immortel. C'est que chacun de ses essais était un chef-d'œuvre. Malgré sa jeunesse, il était déjà un virtuose de la plume. Son style léger, facile, élégant, coloré, savait passer d'un ton à l'autre avec une finesse, une délicatesse de touche d'autant plus admirable que l'art ne s'y laisse jamais voir de prime abord. Ce qui plaît surtout dans les créations de Ducasse Hippolyte, c'est que tout y semble si naturel que le lecteur ne devine rien de tout le précieux travail qu'il a fallu pour ciseler ainsi ses contours gracieux, ses formes capricieuses, répandues avec une proportion qui fait soupçonner la main d'un maître. Ces qualités du jeune poète expliquent l'enthousiasme que réveille ordinairement son nom digne de passer à la postérité avec l'expression admirative de ses contemporains. Sa carrière, pour être courte, n'a pas été moins bien remplie, et on peut, pour en parler, se servir de ces expressions du poète latin. Multis il bonis flebilus occidit. Voilà les raisons qui justifient l'utilité ou l'à-propos de l'ouvrage de M. F. Marcellin, ami de Ducasse Hippolyte, ayant vécu avec lui de cette vie de poésie et de dévouement qu'il esquisse si bien dans son livre. M. Marcellin était mieux placé que personne pour vivifier à grands traits la mémoire de celui qui a tant de titres à la sympathie de la jeunesse haïtienne. Nous n'entrons pas dans les détails de l'ouvrage de M. Marcellin. Une critique rigoureuse pourrait bien y trouver quelques défauts qui en déparent l'ensemble, quelques faiblesses qui jettent sur le cadre général un décousu regrettable.
L'art des transitions n'y est pas toujours ménagé. Les contours et les reliefs en perdent ainsi les teintes variées si nécessaires à une bonne perspective. Cependant, des qualités visibles compensent ces défauts qu'on évite peu dans les œuvres humaines. Monsieur Marcellin est jeune. Il ne fait que s'élancer dans la carrière et on peut bien espérer que son talent, mûri par le temps et la réflexion, lui apportera cette habileté et ce faire délicat qui sont les attributs d'un art avancé. Dans la première partie de l'ouvrage, où il est question de l'époque de Ducas Hippolyte, l'auteur trace le récit de tous les faits intéressants de la politique de Soulouque et de Geffrard. C'est de l'histoire contemporaine, écrite avec le feu d'un écrivain qui a tout vu, qui a participé aux émotions diverses de ces temps, souffrant de l'indignation ou jouissant de la joie qu'amenaient les péripéties des affaires d'alors. Cependant, les souvenirs sont trop brûlants sous la plume de notre concitoyen. Il n'a ni l'impartialité, ni le recueillement de l'historien qui domine une époque pour la mieux juger. Aussi, préférons-nous la deuxième partie, où il s'agit des œuvres de Ducas Hippolyte. Là, M. Marcellin, bien inspiré par son sujet, a eu des touches heureuses. Bien souvent, le lecteur, se transformant par la magie de l'écrivain, croit avoir vécu, lui aussi, dans l'intimité de ce jeune poète qui avait à un si haut point le don de se faire non seulement admirer, mais aimer d'un attachement que n'a pu vaincre la mort après un intervalle de 10 ans. Devenu le critique de son ami qui n'est plus, M. Marcellin, animé par le désir d'immortaliser un nom cher à son cœur, a déployé un tact, une adresse admirable pour mettre en relief les qualités indiscutables dont était doué le jeune barde haïtien. Ici, le dévouement a servi l'art et l'a rehaussé de tout l'éclat que le sentiment donne à la pensée. À ce point de vue, M. Marcellin a plus que réussi, et c'était pour lui l'essentiel. Car quoi qu'on dise des caprices de l'art, l'écrivain a un but vers lequel il tend par-dessus tout. Tous ses efforts ne se réunissent que pour produire certains effets arrêtés dans son esprit. Il s'agissait ici de faire partager son admiration, et personne, après avoir lu son volume, ne peut rester indifférent au souvenir de Ducas Hippolyte. Nous n'avons donc qu'à l'applaudir. Néanmoins, en ce moment où la lutte, si ardente dans le pays, semble ne s'effectuer que dans le monde des idées, il n'est pas inutile que l'on cherche à voir quelles étaient les inclinations politiques de Ducas Hippolyte. Cela est d'autant plus exigible que M. Marcellin présente le poète comme un type achevé de patriote éclairé, sincère et dévoué, voyant au-dessus des plus chères affections l'avancement du pays pour lequel il était prêt à toutes sortes de sacrifices. Ducas Hippolyte, à la fin du règne de Geffrard, est un libéral convaincu. Dans son enthousiasme pour la liberté et le progrès, il était arrivé à vouer un culte à tous les hommes qui, dans le temps, s'en faisaient les interprètes. Il voit tomber Geffrard et entonne un hymne où il glorifie la révolution du 8 mars. Le poète chante le réveil, il chante l'espérance, mais arrive le général Salnave à Port-au-Prince, arrive la fin tragique du général Montas, et son âme s'assombrit. De sa lyre muette, il ne s'échappe plus d'accent. À la place de l'ardeur vient une prostration, un découragement concentré qui le mine insensiblement et le mène au tombeau. En proie à une fièvre ardente où la désillusion et la défaillance réduisent à l'impuissance l'art des plus habiles médecins. Quelle leçon pour la génération présente! En effet, si les idées libérales ont eu une influence si malheureuse sur la destinée de ce jeune homme intelligent, à l'esprit si précoce, au cœur si vivace, c'est qu'il avait mal compris le libéralisme. Dans son élan de poétique patriotisme, il a trop attendu de certains hommes, et quand il fut trompé dans sa confiance, au lieu d'abandonner ses anciennes idoles pour ne s'attacher qu'aux idées qu'il croyait sincères en elles, il aima mieux douter de tout.